Alors, je me permets à mon tour d'attirer votre attention. Et oui, parce que je vais solliciter votre sagacité. Je vais vous poser une petite énigme. Alors, les personnes qui me connaissent, je vous prie de ne pas lever le secret. Et les autres, je vais vous donner 5 indices pour trouver le nom de l'auteur dont je vais lire un texte en essayant de ne pas être trop long. Premier indice, alors ce ne sont pas des indices faciles pour commencer. Premier indice, Francis Allais, qui est un dendrologue, botaniste réputé. Il pourrait être ici aujourd'hui, j'aime mieux sans micro. Vous m'entendez bien? Oui. Merci. Alors, Francis Allais, un dendrologue botaniste très réputé, dit que le texte que je vais lire, il n'est pas de moi, est le plus beau texte jamais écrit sur les arbres. Ça dit quelque chose, c'est très difficile. Deuxième, là vous n'avez aucune chance de trouver, mais je donne quand même l'indice. Une fois que l'auteur que je vais lire donnait une conférence, un monsieur s'est levé de l'assistance, subjugué, il a tenu à lui serrer la main. Ce monsieur qui a tenu à serrer la main à mon auteur était Albert Einstein. Toujours pas? Alors, troisième indice. Du monsieur dont je vais lire un texte, le philosophe, qui m'a permis d'avoir une très bonne note au bac par hasard et par bon coup de peau. Henri Bergson a dit « Ce qu'a fait cet auteur devait être tenté ». Yes. Et maintenant, dernier indice qui peut-être va vous être un flash lumineux. Cet auteur, je ne dis pas plus, juste ceci, des millions de touristes parisiens qui viennent à Paris, des visiteurs, sont forcés de voir ces textes qui sont affichés dans l'un des plus prestigieux endroits de France. Non. Non. Non, 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 ce n'est pas Verlaine. Alors, en fait, les gens voient ce texte, mais tous ne savent pas quel est le nom de son auteur. Il y a 4 inscriptions sur les 4 frontons d'un des endroits les plus prestigieux de France, de Paris. Donc c'est l'esplanade du Trocadéro et les 4 inscriptions des deux côtés, côté elle de Passy, elle de Paris, et l'autre côté, côté de la place du 11 novembre et du Général de Gaulle, c'est de Paul Valéry. Malraux, vous n'êtes pas très loin, mais c'est un peu voilà. Or, alors, rassurez-vous, je vais sortir une grosse pièce de papier, mais c'est tout rayé et c'est écrit énorme. La plus grande qualité d'un orateur, c'est d'être court. Bon, maintenant que vous avez trouvé Paul Valéry, alors je dois à Mylène, où est-elle? Ma myopie m'empêche de la voir. Je dois à Mylène de savoir que Goethe a parlé très très bien de cet arbre. Voilà ce qu'ils ont dit. Alors, le rapport avec Paul Valéry, c'est qu'en 1932, hommage européen à Goethe, qui a été chargé de tout ça? Paul Valéry. Il était partout, il a fait l'Angleterre, la Belgique, Zurich, il était partout. Zurich, ich liebe dich. Alors, voilà ce qu'écrit Goethe à propos du Ginkgo biloba, que je remercie Mylène de m'avoir fait découvrir. Ah oui, ah oui. La feuille de cet arbre qui, de l'Orient, est confiée à mon jardin. Est-ce un être vivant qui s'est scindé en lui-même? Sont-ils les deux qui se choisissent, si bien qu'on les prend pour un seul? Ne sens-tu pas, à méchant, que je suis à la fois un et double? Or, Paul Valéry, dans une admiration croissante pour Goethe, tout à la fin de sa vie, a écrit lui aussi un Faust avec un diable qui s'appelle Méphistophélès, une Marguerite qui chez lui s'appelle Louste, et un Faust qui ressemble beaucoup à Valéry par sa lucidité et par sa profondeur. On va fermer la parenthèse et revenir à notre arbre. Notez seulement que si vous souhaitez voir ces extraits de Faust, vous les trouverez sur YouTube. J'en ai enregistré plusieurs. Faust est toutefois une publication posthume, 1946, et l'œuvre qui nous concerne aujourd'hui, 1943, c'est certainement la dernière grande œuvre publiée par Valéry. C'est le dialogue de l'arbre. Donc je vais vous lire quelques extraits que j'espère pas trop mal choisis. Je demande pardon aux fans de Valéry d'avoir dû rayer quelques endroits. Si vous en êtes curieux, vous trouverez la vidéo sur YouTube. Tout le texte est enregistré. Ça dure 1h15. Là, je vais le faire en 5 minutes, maximum.
Valéry venait de traduire en vers, non rimé, car sinon, il avait déjà 70 ans. Il a dit, vous voulez la rime? Je demande 100 ans. Il avait traduit en vers les bucoliques de Virgile. Et sous cet élan, il a mis en scène un pâtre, un berger, un peu poète, et un philosophe qu'il fait dialoguer autour de l'arbre. Pour ne rien vous cacher, Valéry parle du être, mais il retire souvent le H, ce qui fait qu'il parle de l'être avec un E majuscule, plus de H, soit de l'essence même. Et son discours de l'arbre, son dialogue de l'arbre pourrait très bien convenir à vous allez entendre. Les deux êtres qui sont scindés, fondus en un seul, qui sont une vision de l'amour dont Goethe parle. Voilà comment Valéry introduit ce discours, c'est le pâtre, le berger qui parle. Je t'aime, l'arbre vaste, et suis fou de tes membres. Il n'est fleur, il n'est femme, grand être aux bras multipliés, qui plus que toi m'émeuve, et de mon cœur dégage une fureur plus tendre. Tu le sais bien, mon arbre, que dès l'aube je te viens embrasser. Je baisse de mes lèvres l'écorce amère et lisse, et je me sens l'enfant de notre même terre. À la plus basse de tes branches, je porte ma ceinture et mon sac. De tes ombres touffues, un gros oiseau soudain s'envole avec fracas et fuit d'entre tes feuilles, épouvanté m'épouvantant. Mais l'écureuil sans peur descend et se hâte vers moi, il vient me reconnaître. Tendrement naît l'aurore, et toute chose se déclare, chacune dit son nom, car le feu du jour neuf la réveille à son tour. Le vent naissant brûlit dans ta haute ramure, il y place une source, et j'écoute l'air vif. Mais c'est toi que j'entends, ô langage confus, langage qui t'agite. Je veux fondre toutes tes voix. 100 000 feuilles mues font ce que le rêveur murmure aux puissances du songe. Je te réponds, mon arbre, je te parle et te dis mes secrètes pensées. Toute ma vérité, tous mes vœux rustiques, tu connais tout de moi, et les tourments naïfs de la plus simple vie, la plus proche de toi. Je regarde alentour si nous sommes bien seuls, et vous êtes là, et je te confie ce que je suis. Mais d'autres fois, je te fais Dieu, idole que tu es, grand être. Je te prie, pourquoi non? Il y a tant de dieux dans nos campagnes, il en est de civils, mais toi, quand s'apaise le vent et que la majesté du soleil calme écrase, illumine tout ce qui est dans l'étendue, toi, tu portes sur tes membres divergents, sur tes feuilles innombrables, le poids ardent du mystère de midi. Et le temps tout dormant en toi ne dure que par l'irritante rumeur du peuple des insectes. Alors, il me paraît une sorte de temple, et il ne m'est de peine ni de joie que je ne dédie à ta suprême simplicité. Et voilà le philosophe qui le regarde, qui rigole, et qui dit à ce berger, qui s'appelle Titi, hein, un nom un peu virgilien. Et le philosophe, Valéry l'appelle Lucrèce, vous connaissez, il appelle le vrai nom. Et le philosophe dit, oh, virtuosité, tu frémis à merveille, je t'écoute et je t'admire. Et l'autre, il n'est pas dupe. Non, tu ne le saurais, tu souris de mon arbre, et tu songes au tien. Ma flûte n'est pour toi qu'un jouet de la brise. Quand la brise s'emprunte aux lèvres d'un mortel, elle rit de l'instant, elle amuse l'ouïe. Mais pour l'âme puissante et profonde, qu'est-elle? Évidemment, c'est la maladie des philosophes. Je n'ai rien dit contre les philosophes. Elle est à peine plus qu'un parfum soupçonné. Ma voix ne suit qu'une ombre de pensée. Mais pour toi, grand Lucrèce, est ta secrète soif. Qu'est-ce que la parole, une fois qu'elle chante? Elle y perd le pouvoir de poursuivre le vrai. Oui, je sais ce que vaut ce que m'enseigne l'arbre. Il me dit ce qu'il veut que je veuille sentir. Je change ce que j'aime en délices secondes et j'abandonne à l'air ce qui me vient des cieux. Rien de plus, rien de moins. Va, je n'espère pas que mon plaisir est plus autre chose que moi, simple comme je suis. Mais toi, le front chargé des ombres que tu formes, dans l'espoir d'un éclair qui frapperait les dieux, tu te fais tout esprit, tes yeux cherchent en toi l'être de ce qui est. Ce qui paraît au jour n'est rien pour ta raison, et ce qu'au vent léger notre âpre balbutie, le doux frémissement de la cime effleurée, lente hésitation de toute la ramure, tu veux la nature des choses. Alors, voilà ce que répond le philosophe. Ce grand arbre pour toi n'est que ta fantaisie, tu crois l'aimer, Titire, et ne fait que d'y voir ton caprice charmant que tu revêts de feuilles. Tu n'aimes que ton hymne et tu me plais ainsi.
À l'arbre solennel, tu prends de quoi chanter les remous de sa forme et ses oiseaux sonores, son ombre qui t'accueille au cœur brûlant du jour, et tout favoriser tes muses, tu célèbres sur ton frêle roseau, tu fermes tes yeux. Eh ben, chante toi-même et dicte à la nature, à la terre, aux taureaux et aux roches, à la mer. Donne des lois à l'ombre des formes aux fleurs. Pense pour l'univers, monstre privé de tête, qui se cherche dans l'homme un songe de raison, mais ne dédaigne pas le simple qui t'écoute. Ouvre-lui les trésors des ténèbres du vrai. Que sais-tu de cet arbre? Puisque nous regarde bien d'abord ses forces brutes, le poids puissant de ses membres tendus. La vie a fait cette matière pleine de faire porter le poids d'un aquilon et tenir ferme au passage des trombes. L'eau de la terre épaisse et maternelle, pendant des ans profondément brisés, produit toujours cette substance dure. Dure comme la terre, et qu'on sculpte comme elle, qui s'achève en rameaux, qui s'achève en feuilles, et les faines enfin fuir de toutes parts disperseront la vie. Je vois ce que tu dis. Vois donc dans ce grand être une sorte de fleuve. Un fleuve tout vivant, de qui les sources plongent dans la masse obscure de la terre, les chemins de leur soif mystérieuse. C'est une hydre au tityre, aux prises avec la roche, et qui croît et se divise pour l'étreindre, qui, de plus en plus fine, nue par l'humide, s'échevèle pour boire la moindre présence de l'eau, imprégnant la nuit massive, où se dissolvent toutes choses qui vécurent. Il les bêtes hiteuses de la mer, plus avides et plus multiples que cette touffe de racines, aveuglément certaines de progrès vers la profondeur et les humeurs de la terre. Mais cet aveuglement procède irrésistible, avec une lenteur qui le fait implacable comme le temps, dans l'empire des morts, des taupes et des vers. L'œuvre de l'arbre même insère les puissances d'une étrange volonté souterraine. Le berger. Ce que tu dis au sujet de cet arbre me fait songer amour. L'arbre et l'amour, tous deux peuvent dans nos esprits se joindre en une idée. L'un et l'autre sont choses qui, d'un germe imperceptible né, grandissent et se fortifient, et se déploient et se ramifient. Mais autant elles s'élèvent vers le ciel, autant doit-elle descendre dans la pure substance de ce que nous sommes, sans le savoir. Notre terre, oui, et c'est là même, au sein des ténèbres dans lesquelles se fonde et se confond ce qui est notre espèce, que je trouve ce que j'ai nommé la source des larmes, l'ineffable. Car nos larmes, à mon avis, sont l'expression de notre impuissance à exprimer, c'est-à-dire à nous défaire par la parole de l'oppression de ce que nous sommes. Et, demande le philosophe, c'est donc à quoi tu médites quand tu passes les nuits d'été à veiller sur ton troupeau qui dort? Que faire? À cette heure nocturne, l'arbre semble penser. Il est un être d'ombre. Les oiseaux endormis le laissent seul vivant. Il frissonne en soi-même. On dirait qu'il se parle. La peur habite en lui comme elle fait en nous, quand nous sommes tout seuls la nuit avec nous-mêmes et tout à la merci de notre vérité. Le philosophe. Je dis que si quelqu'un médite au monde, c'est la plante. Le berger médite. Peut-être de ce mot le sens m'est-il obscur. Je ne sais concevoir qu'une plante médite. Pâtre. Ce que tu vois d'un arbuste ou d'un arbre, ce n'est que le dehors de l'instant offert à l'œil indifférent qui ne fait qu'effleurer la surface du monde. Mais la plante présente aux yeux spirituels non point un simple objet de vie humble et passive, mais un étrange vœu de trame universelle. Je ne suis qu'un berger Lucrèce, épargne-le. Méditer, n'est-ce point s'approfondir dans l'ordre? Vois comme l'arbre aveugle aux membres divergents s'accroît autour de soi selon la symétrie. La vie en lui calcule, exauce une structure, et rayonne son ombre par branches et leurs brins, chaque brin sa feuille, au point même marqué dans le naissant futur. Hélas, comment te suivre? Ne crains pas, mais écoute, j'ai presque fini. C'est pas lui qui dit, c'est moi, mais lui aussi il a presque fini. Lorsqu'il te vient dans l'âme une ombre de chanson, un désir de créer qui te vient à la gorge,
Ne sens-tu point ta voix s'enfler vers le son pur? Ne sens-tu pas se fondre et sa vie et ton vœu vers le son désiré dont l'onde te soulève? Ah, Tityre, une plante est un chant dont le rythme déploie une forme certaine et dans l'espace expose un mystère du temps. Chaque jour, elle dresse un peu plus haut la charpente torse et livre par milliers ses feuilles au soleil, chacune délirante à son poste dans l'air, selon ce qui lui vient de brise et qu'elle croit son inspiration singulière et divine. Et là le berger dit, comme vous pourriez me dire, mais tu deviens toi-même un arbre de parole? Le philosophe, oui, la méditation rayonnante m'enivre et je sens tous les mots dans mon âme frémir. Je te laisse dans cet état admirable. Il me faut à présent rassembler mon troupeau. Prends garde à la fraîcheur du soir qui vient assez vite. Fin du dialogue de l'arbre. C'est Paul Valéry. Si vous avez l'occasion, regardez bien les cartothèques que je propose. Autant son nom est connu, autant son œuvre l'est plus. Voilà. Merci de votre attention.